Bonsoir. Le sujet est effectivement très très vaste et donc nous l'avons construit ensemble sous l'angle effectivement du rôle des collectivités locales dans le cadre des grandes lois de santé et de leurs évolutions. Alors je vous laisserai bien évidemment nos supports comme à l'accoutumée. Attendez, il faut que j'arrive. Voilà. Bon, le simple rappel, c'est un propos introductif, mais je pense que c'est quelque chose que vous avez tous ici sur le radar. Agence régionale de santé. On a tendance à confondre la santé avec l'absence de maladie et la santé, quand nous rencontrons, nous ARS et journalistes, avec l'offre de soins. On n'est pas dans cette définition-là pour le législateur, puisqu'on est sur la définition de la santé qui est celle de l'OMS depuis 1946, comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste donc pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus large. Les derniers textes s'inscrivent également et font une référence explicite à la Charte d'Ottawa, donc de novembre 1986, qui porte plus particulièrement sur la promotion de la santé comme le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. Donc on est véritablement dans un processus d'approche globale et dans un processus, comme on dit en anglais, hein, puisqu'on n'a pas tellement de termes équivalents, d'empowerment des personnes et des populations. Ceci, quelle que soit la part d'autonomie de décision notamment, leur rester. Alors, ceci étant dit, quand on nous dit que faites-vous pour la santé, vous ARS, dans tel département où il n'y a plus de médecins, nos directeurs généraux ont coutume de sortir les indicateurs de santé. Et ces indicateurs de santé peuvent être bien meilleurs dans des départements de la région ou dans des zones de département de la région où on a une offre qui est terriblement faible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde occidental développé, la santé dépend à 80% de déterminants qui ne sont pas liés au patrimoine génétique ou à l'offre de santé, mais qui sont liés à ce qu'on appelle les déterminants de santé, au premier rang desquels vous avez le niveau d'études, l'insertion sociale et professionnelle, l'environnement global. Alors c'est un petit peu ceci qui est modélisé sur ce schéma, qui est en fait ce qui compte pour un individu. On va avoir des comportements individuels. Oui, il y a une part d'hérédité, il y a aussi une part de faute à pas de chance, hein, on va dire, mais il y a en proximité immédiate l'environnement, les réseaux, le milieu familial, les amis, le quartier, l'habitat, les services de proximité, le milieu scolaire, tout ce qui va conditionner l'insertion de la personne dans la société. Et de manière beaucoup plus large, on va avoir autour un environnement global qui va également influer sur cette santé de chacune des personnes que nous sommes. Qui plus est, ben, ça se déroule au cours d'une vie. Donc, on va pas forcément, on part pas du même endroit, mais on ne vit pas au même endroit. Donc, ces conditions sociales vont agir sur la santé dès le plus jeune âge, tout au long de la vie, en modifiant sa qualité, sa durée. Donc, les ISS, les inégalités sociales de santé, vont se développer et souvent s'accentuer tout au long du parcours de vie. Nous sommes dans le monde occidental développé, dans des pays où l'espérance de vie s'allonge, même si on a pu mettre en évidence que l'espérance de vie en bonne santé pouvait, pour certaines catégories socio-professionnelles, décroître. Mais ce qui signe surtout l'évolution de nos sociétés, c'est que les écarts se creusent. Bon. Donc l'espérance de vie en bonne santé s'améliore pour ceux chez lesquels elle était déjà bonne et continue de se détériorer pour ceux pour lesquels elle n'était pas bonne. Donc nous avons quand même une aggravation des inégalités sociales en santé, comme nous avons un creusement d'autres types d'écarts. Alors vous voyez que pour l'ARS, la gageure est énorme, puisque nous sommes en charge du champ de la santé, et que vous avez donc 80% des facteurs de santé qui ne dépendent pas de nous. Donc je pense à des secteurs ruraux de la région où vous avez des personnes bien insérées, qui ont une activité physique qui reste importante, qui ont une alimentation
traditionnelle saine, et vous avez finalement, in fine, à la fois de réelles difficultés d'accès aux soins quand on en a besoin, mais un état global de santé de la population qui est bon. Voilà. Bon, donc on a là quelque chose qui n'est pas de l'ordre du paradoxe, mais qui tient en fait au fait que nous sommes rentrés dans une société où les pathologies liées à l'environnement, au comportement, au mode de vie et liées aux déterminants de santé ont pris le pas sur notre histoire plus ancienne, c'est-à-dire des pathologies liées à des accidents de parcours, ou liées à de l'infectiologie, ou liées à des choses qui sont maintenant chez nous au jour d'aujourd'hui maîtrisées. Donc voilà. Alors ça veut dire aussi que l'action que nous avons vis-à-vis des élus en termes de promotion de santé, eh bien, on est finalement dans une espèce de cercle de roue de la qualité, de roue de Deming, bon, pour ceux qui sont plus là-dedans, où finalement nous avons un cercle vertueux qui passe par l'acquisition d'aptitudes individuelles, si on veut commencer dans l'enfance. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne hygiène de vie? Qu'est-ce que c'est que vivre bien, sur tous les plans, y compris psychique? Comment est-ce que ça peut nous servir à réorienter des services de santé? Comment est-ce que ça peut nous servir à élaborer des politiques publiques saines, à créer des milieux favorables? Et là, on parle de tout. On parle des menus à l'école, on parle de l'accès au sport, on parle des circulations douces, on parle d'un urbanisme favorable à la santé. Et donc nous travaillons effectivement en très étroite liaison. On parlait ensemble de la ville de Nantes et de l'agglomération. Donc on travaille de très près aujourd'hui les sujets de santé avec les responsables des politiques d'urbanisme, et renforcer in fine aussi l'action communautaire, parce qu'on sait aussi qu'on ne vit jamais mieux et qu'on ne se soigne jamais mieux que dans son milieu de vie. C'est ce qu'on appelle la santé communautaire. Alors la traduction est peut-être un peu malheureuse en français par rapport à l'anglais, mais voilà voilà donc le contexte dans lequel on s'inscrit, en tout cas, une fois de plus, dans nos pays, c'est-à-dire dans le monde occidental développé. Alors, dans ce contexte-là, nous avons donc un outil clé, et je remettrai les lois peut-être après en perspective. J'ai pris la présentation dans ce sens-là, donc bon. Qui est aujourd'hui le contrat local de santé. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Alors, c'est un objet qui a été créé par la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire en 2009. C'est un objet facultatif, puisque c'est un contrat. Donc, c'est une déclinaison infraterritoriale du projet régional de santé. Donc, qui va avoir pour but de constituer une synergie, de soutenir des dynamiques locales de santé. Très nombreux sont aujourd'hui les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ont des agendas 21, par exemple, ou qui se préoccupent de plus en plus de sujets de santé. C'est quelque chose de nouveau du côté des élus. Il y a 5 ans, à l'occasion de l'installation de l'agence, puisque c'est une jeune institution, nous avions pas forcément beaucoup de contacts avec les élus. Alors, les élus ne parlaient pas non plus de santé environnementale. Les élus parlent depuis toujours d'hygiène du milieu. Avoir de l'eau propre, un air raisonnablement propre, etc. C'est une préoccupation très ancienne. Et d'ailleurs, on a plus fait pour la santé publique en ayant des réseaux d'eau propres et usés qu'en découvrant les antibiotiques ou les sulfamides. Donc, chaque fois, ce qui a fait progresser par bond très important la santé, c'est plutôt l'impact de découverte, ou en tout cas d'équipements qui n'avaient pas la santé pour but premier. Bon, donc il y a des préoccupations anciennes du côté des élus en termes d'hygiène du milieu, et puis il y a eu des préoccupations plus récentes portées par leurs administrés qui étaient de l'ordre de monsieur le maire, on ne trouve plus de médecins, comment fait-on? Bon, et donc d'élus qui sont venus nous voir pour nous dire comment répondre à mes concitoyens pour lesquels on a de réelles difficultés, qui rencontrent de réelles difficultés pour avoir un médecin traitant, pour avoir un rendez-vous dans des délais raisonnables, etc. Bon. Les choses ont considérablement évolué, et vous avez de grandes associations que vous connaissez sans doute pour nombre d'entre vous, comme les élus santé-ville, comme les villes appartenant au réseau des villes santé OMS, etc.,
qui ont énormément évolué dans leur démarche et qui sont dans une approche globale et qui ont donc parfois depuis très longtemps un certain nombre d'actions en matière de santé, parfois en direction de populations cibles, parfois en direction de quartiers plus défavorisés et parfois en population générale. Bon, donc on va se rencontrer pour construire un projet fédérateur contractualisé entre l'ARS et les collectivités territoriales, mais éventuellement avec d'autres acteurs, les professionnels de santé, des établissements de santé, l'assurance maladie, des associations, des usagers, le conseil départemental, etc. Avec une cible qui est la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé que nous partageons très largement avec les élus, puisque c'est là quand même que le bât blesse dans la France d'aujourd'hui. Donc nous partons d'un diagnostic local partagé, hein, que nous soutenons, que nous accompagnons, et puis nous allons mettre en cohérence les démarches, et puis nous allons identifier au cas par cas quelle est notre zone de recouvrement et quels sont les sujets que nous voulons travailler ensemble. C'est souvent parti historiquement des volets santé, des contrats urbains de cohésion sociale qui étaient les ancêtres de la politique de la ville. Mais ça peut partir donc des agendas 21, des projets de territoire, de tout ce que portent les élus. Voilà. Qu'est-ce qu'on en attend? On en attend une action sur les déterminants de santé. Donc on va cibler les déterminants des inégalités sociales, d'accès à la santé, d'éducation à la santé, à partir d'un diagnostic détaillé. C'est généralement appuyé sur des données d'observation fouillées, soit ponctuelles, faites à l'occasion du contrat lui-même, soit pérennes, hein, par la construction ou le renforcement d'observatoires qui existent par exemple sur Nantes. Je pense à l'Observatoire sur la santé des Nantais, que nous avons pu renforcer de manière contractuelle significative pour avoir des données d'observation fines et identifier des indicateurs, des marqueurs, puisque nous sommes au jour d'aujourd'hui à la recherche d'indicateurs qui nous permettent de mesurer les progrès de notre action. Et il y a des indicateurs synthétiques qui permettent de les cibler. Par exemple, le nombre de caries non soignées à l'âge de 11 ans. Bon, ça c'est quelque chose qui est un marqueur social très fort et qui comporte une valeur, qui a aussi une notion prédictive, hein, pour la santé bucco-dentaire du jeune en question, 5, une dizaine d'années plus tard. Donc nous avons un certain nombre d'indicateurs qui peuvent être parfaitement identifiés. Nous avons ainsi aussi des indicateurs de ce qu'on appelle la mortalité évitable, qui sont des indicateurs particulièrement corrélés avec le gradient social, c'est-à-dire avec la catégorie socio-professionnelle à laquelle appartient l'individu. Dans des milieux fragiles ou défavorisés, à l'âge de 60 ans, la moitié des hommes ont disparu, tout simplement. Bon. Donc vous avez là-dessus des chiffres qui sont extrêmement éloquents. Certains d'entre vous ont peut-être vu dans les études la ligne de mortalité évitable qui avait été tracée le long du RER B, on va sortir de l'Île-de-France, et qui présentait effectivement des inégalités terrifiantes, hein, sur ce simple indicateur-là, le long de la ligne de ce RER, suivant le quartier parisien où on se trouvait, entre certains quartiers du centre, certains quartiers du nord, et voilà. Bon. Donc la première étape, ça va être effectivement connaître pour identifier ce sur quoi on peut et on veut agir ensemble, pour améliorer ensuite des parcours de santé, en optimisant l'offre de santé, en rééquilibrant le territoire, en voyant comment travailler la réorganisation de l'offre avec les partenaires, en voyant quelles actions de coopération on peut construire avec les acteurs locaux, du soin et du premier recours, de l'accompagnement médico-social et social. Et alors je m'aperçois, pourtant ça date d'il y a... J'ai revisité un support qu'on avait fait il y a à peine un an, qu'il me manque là-dedans quelque chose qui est terriblement monté en charge depuis, mais c'est tout simplement l'association des citoyens. Puisque dans beaucoup de CLS, on est en train, on avance en tâtonnant, hein, en marchant, de voir comment associer effectivement des représentants des usagers à partir des conseils de quartier, à partir de ce qui a été mis en place dans le cadre de la politique de la ville, à partir d'usagers, des associations. Chacun a un petit peu sa méthode et il n'y a pas deux contrats qui sont similaires.
Alors, avec qui finalement est-ce que nous allons contractualiser? Si je ne gère pas le temps, on ne va pas y arriver. Avec qui est-ce que nous allons contractualiser? Bon, prioritairement avec les collectivités locales. Ça veut dire que c'est eux les maîtres de la danse, hein. On est sur un contrat, donc ils viennent nous chercher ou on va aller les retrouver. Alors finalement, on signe un CLS dans quel cas? On signe un CLS quand on a des indicateurs de santé que nous estimons dégradés, puisque nous avons réalisé des diagnostics santé sur la totalité du territoire de la région Pays de la Loire. Et puis quand on a en face de nous une volonté d'y aller, puisque c'est un contrat, c'est donc partenarial, donc ça repose sur la volonté et l'engagement des deux partenaires. Donc on a des signataires en nombre restreint qui vont être les porteurs politiques du projet et les principaux financeurs. Et puis on peut mettre évidemment autour de la table beaucoup de monde et des partenaires majeurs suivant les axes de ce contrat qui vont être associés à la gouvernante du CLS. On peut procéder aussi par voie d'avenant. On a très souvent une première brique qui est la brique de l'observation, et ensuite on va construire des axes. Donc les choses se sont faites comme ça sur Nantes. On avait un premier axe d'observation, puis on a eu un deuxième axe autour de la santé environnementale et encore un axe autour des parcours des personnes âgées, qui est lui très expérimental à ce stade. Et puis on est en train de réfléchir encore à d'autres dimensions de ce CLS. Le but du jeu, c'est de mutualiser des ressources, converger vers des objectifs et des actions partagées, valoriser les financements existants, capitaliser des compétences locales, notamment de connaissances des partenaires, associations, effecteurs, enfin ceux qui réalisent les actions. Et puis nous pouvons mobiliser également des financements sur différentes enveloppes. Alors pour nous, le sujet véritablement, c'est quand même donner de la lisibilité, parce qu'à partir du moment où on peut afficher vis-à-vis des partenaires d'une grande collectivité ou d'une petite, qui a une unité d'action entre l'agence régionale de santé et cette collectivité-là, il y a un bénéfice immédiat pour tout le monde. Ça permet souvent aux collectivités d'arriver à mobiliser les professionnels de santé, libéraux, hospitaliers, établissements, sur lesquels elles n'ont entre guillemets pas de prise directe, et qui n'apprécient pas plus que ça que les élus viennent les voir pour leur demander des choses la plupart du temps. Bon. C'est différent évidemment quand c'est l'ARS qui est embarquée et qui est un partenaire connu, connu d'eux, avec lequel par ailleurs ils contractualisent au niveau des unions professionnelles sur beaucoup de sujets. Donc on a une faculté, on mutualise et on capitalise nos facultés de mobilisation des partenaires. On partage nos connaissances des institutions qui interviennent, et puis donc on fait converger les moyens dont on dispose et on en rajoute éventuellement un petit peu au passage, et on sécurise également ces financements dans le cadre d'un contrat pluriannuel de 3 ou 5 ans jusqu'à présent. On a des thématiques socles. Prévention, promotion de la santé, santé-environnement, accès aux soins, offre de santé, éducation thérapeutique du patient et parcours. Personnes âgées, handicap, maladies chroniques, personnes en situation de précarité. Donc on va choisir à l'intérieur de ces différents socles en fonction des cibles que portait la commune, l'agenda 21, des informations qui vont remonter du diagnostic pour intervenir. Tout ceci est parfaitement complémentaire, parce qu'à partir du moment où on souhaite agir de manière durable et en profondeur sur la santé de nos concitoyens, il faut agir en prévention, et il faut agir en prévention, promotion de la santé à tous les âges de la vie. Les inégalités sociales de santé s'installent dans l'enfance, la petite enfance, donc il faut absolument de toute façon agir absolument à ce niveau-là. On sait aussi qu'on a un certain nombre de moments de rupture, de fragilité, en tout cas, si ce n'est de rupture, au moins de fragilité au cours d'une vie, que ça puisse être
Le passage à l'âge étudiant, tiens, voilà, on a un vrai décrochage, on travaille avec le SUMS, avec les services de médecine universitaire. À partir du moment où nos jeunes gens quittent la maison et deviennent autonomes, on sait que pendant la période d'études, pour ceux qui font des études, on a un abandon, entre guillemets, ou un relatif lâchage d'une hygiène de vie, de la régularité dans les soins. Enfin bon, on a d'autres situations de rupture, on a d'autres situations qui sont favorables à des difficultés. Donc on travaille aussi sur ces situations de rupture, on les verra plus tard. Et puis on a un enjeu plus particulier pour certaines catégories de population. Alors, comment est-ce qu'on va travailler? On travaille, ça c'était également un élément d'importance, on travaille en population générale, puisque on est dans une dynamique qui est de promouvoir absolument le droit commun. Quand on dit le droit commun, ça veut dire qu'on ne va pas créer de dispositifs de santé spécifiques à telle ou telle sous-population, et notamment à des sous-populations en situation de fragilité sociale particulière. Par contre, pour permettre l'accès à des dispositifs généraux, il va falloir un accompagnement plus ou moins important. Je prends l'exemple de quelque chose qui est bien connu dans la région, qui est par exemple le dépistage du cancer du sein, ou le dépistage du cancer colorectal, qui s'adresse véritablement à absolument tout le monde. Il n'y a aucune discrimination dans les envois que font Cap Santé et dans l'adressage. Par contre, on sait que le retour est d'autant meilleur que la catégorie socio-professionnelle est élevée. Bon. Donc ça veut dire que nous avons besoin pour certaines populations d'accompagner et de médiatiser beaucoup plus l'accès à certains dispositifs qui s'adressent à tous. Parce que peut-être que c'est pas assez simple, parce que peut-être qu'il faut y avoir des pairs qui y soient déjà allés, parce que le mode d'emploi nécessite d'avoir fait des études. Donc ça veut dire qu'on va travailler avec les associations le mode d'emploi justement. S'il faut être, c'est particulièrement vrai pour le cancer colorectal. Il faut avoir fait des études pour arriver à lire et à comprendre la notice. Bon, donc on a des choses qui peuvent être compliquées et qui vont nécessiter d'être accompagnées. Donc on ne s'interdit pas d'avoir des associations intermédiaires ni de mettre en place un appui pour permettre à certaines populations d'accéder à des dispositifs qu'on essaie de penser dans leur majorité, pas pour tous, on a parfois besoin de dispositifs spécifiques, mais qu'on essaie de penser dans leur majorité comme des dispositifs dits de droit commun. Alors, septembre 2016, 14 CLS signés, vous voyez de tailles extrêmement différentes entre l'Île-Dieu, La Roche, Mayenne, Nantes, Saint-Aignan, Renazé, Cran, Trélazé, Angers, la deuxième métropole régionale, Allonne, Coulaines, Le Mans, Laval, La Châtaigneraie, Baugé. Le Pays de Redon, Bretagne Sud, alors c'est le 44 qui porte le seul contrat local de santé qui est aujourd'hui en France interrégional et assis sur 3 départements. Donc là, on a vraiment en termes de coordination un travail considérable d'articulation à faire, y compris entre les différentes institutions départementales. Bon, tout simplement parce que Redon, vous connaissez bien la carte, est posée à l'exact confluent des trois départements, Cholet et Saint-Nazaire. La première étape, quand on prend des exemples d'actions, par exemple de prévention des conduites addictives, de sensibilisation sur le risque alcool, d'ateliers nutrition précarité, de lutte contre le logement indigne, la première étape après l'émergence du diagnostic va être pour les élus avec lesquels on travaille, ou bien la société de conseil qu'on a missionnée, ou bien l'Observatoire régional de la santé qui est un de nos partenaires privilégiés, mais il y en a d'autres, va être de s'approprier ce diagnostic pour savoir comment communiquer. Parce que cette communication, elle est évidemment difficile. Est-ce qu'il s'agit d'en faire une communication positive, bien vivre à Saint-Nazaire, à Nantes et ailleurs, et non pas communiquer des chiffres qui peuvent être effectivement politiquement extrêmement difficiles à porter. Je reprends mon exemple de mortalité le long du RER B. Quand vous affichez des différences de 30 à 40% sur la mortalité évitable, masculine évitable, ça concerne plus les messieurs que les dames, eh bien c'est politiquement effectivement difficile à porter. De la même manière, quand vous avez une forte prévalence de sujets liés aux addictions qui emportent des conséquences dans énormément de domaines. Donc ça veut dire que quand on s'attaque aux addictions, et
bon, et parmi lesquels l'alcool, eh bien, on touche à tout. On touche à la fois à la violence intrafamiliale, à la violence routière, à des pathologies cardiaques, à des pathologies gastriques, à des pathologies neurologiques. On touche énormément de choses, à des pathologies suicidaires. Donc, il y a vraiment des déterminants de santé en termes de comportement qu'on retrouve à peu près partout. D'autres actions en matière d'accès aux soins. Donc, on peut trouver des projets de maisons de santé pluridisciplinaires. Alors, là aussi, aujourd'hui, pluriprofessionnels. On a évolué en peu de temps. D'offres de santé, d'éducation thérapeutique du patient. Au jour d'aujourd'hui, nous avons embarqué dans le contrat local de santé Nantes, qui est également signé par la métropole. Donc, on pourra rentrer un petit peu dedans. Eh bien, la création de 2 maisons de santé pluriprofessionnelles à Bellevue et à Nantes-Nord pour embarquer une composante d'accueil particulière en direction des populations des quartiers de Bellevue et de Nantes-Nord qui sont effectivement en difficulté pour beaucoup d'accès aux soins. Et puis des personnes âgées ou publics spécifiques, notamment des expérimentations de parcours d'accompagnement des personnes âgées en risque d'autonomie. Comment faire pour faciliter la vie au domicile en s'appuyant sur les équipements qui existent au sein d'un territoire, que ce soit un EHPAD, un foyer logement ou une résidence autonomie, comme on le dit maintenant, par exemple. C'est donc un outil. Voilà, c'est un outil facultatif qui va reposer sur la bonne volonté des deux partenaires, de mise en cohérence de politique, de réponse à des besoins de santé spécifiques, de concertation et de partenariat, de mutualisation des moyens, des efforts, des compétences, notamment au bénéfice des plus fragiles. Le premier bénéfice remonté de tous est que ça permet déjà de se connaître vraiment. Et qu'à travailler au contact les uns des autres, eh bien chacun évolue. Chacun évolue dans ses conceptions, dans ses représentations. Souvent, nos contrats locaux de santé embarquent d'autres instances, par exemple des coordinations santé-précarité, on en a une sur la ville de Nantes, par exemple aussi des conseils locaux de santé mentale. On est en train d'en construire un sur la ville de Nantes qui accompagne la mutation des anciens réseaux de santé mentale et qui répondent en fait à l'articulation avec un autre secteur qui est majeur dans l'accès dans le maintien en bonne santé des personnes, de personnes fragiles, qui est le maintien dans le logement. Dès qu'il n'y a plus de logement, la santé, c'est quelque chose qui devient vite ingérable, hein, pour tout un tas de raisons très pratiques. Et donc ce maintien dans le logement, l'acceptabilité par le voisinage de ce maintien de logement, le besoin de logement adapté, la fourniture d'un logement dans le cadre d'un contrat, du logement contre des soins, le déploiement de dispositifs spécifiques en lien direct avec les bailleurs sociaux. Donc là, on travaille bien évidemment avec Nantes Habitat et avec les partenaires, les grands partenaires que sont les bailleurs sociaux qui sont très engagés là-dedans. C'est également des actions qu'on peut porter dans le cadre des CLS. Donc vous voyez qu'on va très loin hors de notre champ, mais en essayant chacun de rester dans sa compétence pour arriver à contractualiser sur des sujets qui vont tous nous concerner. Je crois que c'était tout pour ce premier diaporama. C'est comme vous voulez, Monsieur Audix. Soit on a un premier échange là-dessus. Bon, d'accord. Alors que je échappe. Voilà, d'accord. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Loi de santé. Attendez. Voilà mon grand écran. Voilà, loi de modernisation du système de santé. Alors, je vais faire le lien avec ceci, avec finalement, on est dans un environnement mouvant. Au plan législatif également. Et il y a un troisième texte dont je n'ai pas du tout parlé, mais qui nous impacte directement, c'est la loi NOTRe. Hein, la loi qui est la loi qui porte la régionalisation, la fusion des régions. Bon, vous allez me dire, on n'est pas dans une région fusionnée. Certes, mais elle porte aussi autre chose, c'est-à-dire qu'elle porte la redéfinition de l'échelon des coopérations intercommunales. Donc c'est une loi qui porte en profondeur la réorganisation territoriale et suivant les options qu'ont prises les collectivités territoriales départementales dans les différents départements, on a des évolutions qui peuvent être énormes.
Alors, ce n'est pas tant le cas en Loire-Atlantique que, par exemple, dans le Maine-et-Loire. Où dans le Maine-et-Loire, on sera en 3 années, à horizon 2019, alors là, je suis encore très au-delà de mon champ, donc si je dis des bêtises, vous me reprenez, on sera à 9 EPCI qui vont réunir entre 100 000 et 150 000 habitants et plus pour l'agglo. Donc vous voyez l'émergence par le haut d'établissements publics de coopération intercommunale qui ont des compétences obligatoires, mais également des compétences facultatives qu'ils peuvent décider d'embarquer. Nantes Métropole a décidé au 1er janvier 2017 d'embarquer la compétence facultative de coordination du parcours des aînés, donc qui va porter tout ce qui est aujourd'hui les CLIC, les conseils locaux d'information et de coordination, qui est tout ce qui tourne autour de l'organisation de la gérontologie de ville, sur le maintien au domicile en ville, sur l'agglomération nantaise. Ça veut dire qu'ils deviennent les partenaires à part égale avec le conseil départemental de Loire-Atlantique, qui, dans le cadre des textes, a été confirmé comme le chef de file de la politique personnes âgées. Donc, c'est un repositionnement également de nos institutions, c'est un repositionnement également des élus. Ça permet aussi de sortir par le haut de ce découpage extrêmement fin des communes françaises, et ça transforme les élus des EPCI en maires d'arrondissement, avec le bénéfice que ça représente, c'est-à-dire la capacité qu'ils ont à redescendre et à remonter au niveau communal des problématiques qui, de toute façon, financièrement, au jour d'aujourd'hui, ne peuvent plus être portées souvent au niveau communal. Puisque vous savez que d'ores et déjà, et depuis longtemps en France, c'était quand même fortement développé la coopération intercommunale, d'abord sur des sujets techniques, et puis bien au-delà. Donc on est dans un paysage de recomposition majeure de nos partenaires, avec des ensembles à grande échelle qui se construisent. Bon, alors, la loi de modernisation du système de santé est une grande loi d'organisation, effectivement, dans un contexte qui est donc qu'on peut donc caractériser de la manière suivante. Donc, nous avons donc pourquoi fallait-il réformer notre système de santé ? Parce qu'on est en plein changement épidémiologique, technologique, sociologique. Épidémiologique, on l'a dit, on est dans une société où on est surtout sur des maladies chroniques. Aujourd'hui, on vit longtemps avec sa maladie. Aujourd'hui, les maladies qui étaient des maladies mortelles il y a 10 ans, 20 ans, etc., ne le sont plus. Je pense par exemple au cancer, je pense au sida, je pense à des pathologies de ce type. Donc on est rentré dans un suivi au long cours des personnes avec un système de santé qui avait été construit pour des épisodes. Donc avec un mode de rémunération également des médecins qui n'était pas nécessairement adapté, puisqu'on allait voir ponctuellement le médecin pour une maladie isolée à l'époque où ce système a été pensé. Une tradition technologique dont on ne mesure pas du tout aujourd'hui les conséquences. Et je le dis très sérieusement parce que tous tant que nous sommes, et nous aussi, ce sont véritablement des choses dont on a une connaissance extrêmement partielle. Je sais que vous avez auditionné des professeurs de médecine. Aujourd'hui, la médecine personnalisée, c'est une réalité. C'est une réalité actuelle en cancérologie. Donc on n'utilisera pas la même molécule sur monsieur A et madame B. Bon, on est véritablement dans une individualisation, dans une individuation des traitements qui ne fait que démarrer. Donc on est dans quelque chose qui va influer profondément la manière de soigner. On a aussi des avancées majeures en termes de soins. Donc il est extrêmement difficile d'anticiper les évolutions, notamment de tout ce qui a trait à ce qui concerne l'action sur le système immunitaire finalement. Bon. Donc on est à la veille de révolutions dans les traitements, on est aussi à la veille on est dans des révolutions en termes d'information.
Aujourd'hui, le génome humain est cartographié et aujourd'hui, c'est à peu près à la portée de beaucoup de bourses. Si vous voulez avoir votre cartographie complète, ça coûte une centaine d'euros. Hein. C'était des années de calcul et des millions, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de cette information? Si vous savez que vous avez une prédisposition à avoir telle ou telle pathologie dans 30 ans alors que vous en avez 20 ou 30, est-ce que vous allez vivre mieux? Comment vous allez vivre avec cette information? Quelles demandes vous allez avoir auprès des professionnels de santé? Lesquelles? Et comment vont-ils y répondre? Donc, il y a véritablement là-dessus des enjeux dont on mesure à peine la portée et qui sont extrêmement importants et qui sont extrêmement sensibles. On ne mesure pas du tout non plus complètement au jour d'aujourd'hui les objets connectés. Bon, les objets connectés, ils sont là, ils sont parmi nous. Ça représente, ça représente quelque chose de considérable, à la fois pour l'aide à la prise en charge et à la fois, dans une très grande méconnaissance finalement de l'opinion et de la plupart des gens sur qu'est-ce que ça embarque derrière. Tout le monde trouve très bien d'avoir pour les personnes âgées au domicile un petit cordon qui permet d'appeler en cas de chute. Bon, si le petit cordon enregistre tout ce qui se passe, si votre réfrigérateur est capable de compter le nombre de fois où sa porte est ouverte pour aller prendre tel ou tel produit devant pour pouvoir suivre à distance de manière extrêmement précise le régime d'une personne diabétique, est-ce qu'on est dans un soin excellent ou est-ce qu'on est dans une intrusion insupportable? Donc ça veut dire qu'en fait les questions éthiques, hein, je suis dans des choses qui existent en vous disant ça. Je ne suis pas du tout dans de la politique fiction, hein, dans de la science-fiction. Je suis dans des choses qui existent, qui ne sont pas encore répandues. Et donc véritablement, il y a à tout le moins... Donc ça, ce sont des choses que nous, ARS, nous ne maîtrisons pas du tout. Hein, et c'est un grand merci en fait aux scientifiques, aux sociétés, aux startups qui inventent toutes ces choses. Mais il n'empêche qu'il y a un besoin sans doute d'information citoyenne là-dessus qui nous déborde largement pour que nous sachions un peu les uns et les autres qu'est-ce que ça embarque en termes d'intrusion dans la vie privée. Est-ce que nous en voulons au bénéfice d'une meilleure sécurité? Est-ce que nous n'en voulons pas? Et qu'est-ce que ça signifie au plan des conséquences? Donc une transition technologique massive, hein, qu'il faut aussi comprendre en tant que frein. Par exemple, on a eu beaucoup de difficultés autour du dossier médical personnel informatisé. Bon, parce qu'il y a eu un dossier extrêmement compliqué à conduire par les pouvoirs publics, mais parce qu'il y a aussi une interrogation, une crainte légitime des professionnels eux-mêmes et des citoyens. Moi, j'ai déjà entendu des médecins me dire, si on cambriole mon cabinet aujourd'hui, je m'en apercevrai. Je verrai mes tiroirs fracturés. Si on me cambriole mon disque dur, je ne suis pas sûr du tout que je m'en aperçoive tout seul. Bon. On peut avoir des réactions de ce type qui sont parfaitement responsables de la part d'individus, de professionnels qui disent je ne suis pas en prise là-dessus et qui accentuent aussi des fractures générationnelles puisque la problématique n'est pas du tout la même. On le voit très bien autour de nous suivant que nous avons 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans ou plus. Une transition sociologique qui est faite, hein, c'est-à-dire que des professionnels de santé sont face à des citoyens éclairés ou en tout cas qui s'informent sur le web pour le meilleur et pour le pire et qui viennent avec des questions précises et qui viennent avec des informations solides, des informations qui ne le sont pas. Et donc une perte de crédibilité, une perte de confiance hein, qui a été accentuée par un certain nombre de scandales qui ont fait beaucoup de mal sur un certain nombre de sujets. On pense par exemple à la vaccination. Donc ça nécessite absolument une adaptation du système de santé. Par ailleurs, nous sommes dans un contexte contraint au plan financier. Mais aussi, nous avons un très bon système de santé sur lequel on cherche des marges de progrès. Comment faire pour le faire progresser? Et on sait aujourd'hui que les ruptures ou la non-qualité sont dans la coordination, hein, dans la coordination de l'offre et dans la coordination des acteurs. Donc il faut absolument qu'on renforce une approche qualitative et territoriale. Donc on n'est plus dans l'accompagnement d'un développement de l'offre, mais dans une transformation, une adaptation de l'offre et une évolution du système de santé. Pour que ceci puisse se faire, il faut absolument qu'on puisse partager les enjeux avec l'ensemble des acteurs
Et la démocratie sanitaire devient aussi un espace privilégié où se réalise ce partage. Et c'est vraiment le partage avec le plus grand nombre. Et c'est la raison pour laquelle nous continuerons d'accepter vos invitations. Bon, donc 2 enjeux majeurs, réduire les inégalités de santé, améliorer l'expérience vécue des personnes dans leur parcours de santé. On a des cadres, la stratégie nationale de santé, la loi de modernisation dont on va parler, qui vise à l'amélioration des parcours et des inégalités. Nous sommes en train d'élaborer un 2e projet régional de santé qui s'appuie sur une démocratie sanitaire, qui veut organiser et promouvoir le débat public sur de grands enjeux, qui s'appuie également sur des territoires de démocratie sanitaire. On va mettre en place en mars des conseils territoriaux de santé. Et puis nous sommes donc en train d'élaborer un cadre d'orientation stratégique et un schéma d'organisation d'ici la fin de l'année qui ont été très simplifiés par rapport à avant. Donc ce projet régional de santé 2018-2022, il va proposer des orientations stratégiques et des résultats attendus à 10 ans. Donc on nous demande de faire un exercice d'anticipation qui est compliqué, vous l'imaginez aisément, puisque s'il y a des choses qu'on peut projeter, il y a des choses qui se projettent aisément. Les évolutions démographiques avec l'inertie qu'elles ont, c'est des choses qui sont projetables. Les évolutions scientifiques, certaines sont anticipables, d'autres le sont difficilement. Les évolutions de l'offre de soins qu'elles entraînent sont aussi difficilement anticipables, même si certaines choses le sont également. On va faire donc un schéma régional unique, alors que nous avions antérieurement quelque chose de beaucoup plus compartimenté, qui va établir pour 5 ans des prévisions d'évolution d'organisation et définir des objectifs opérationnels qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre de contrats. Alors contrats qui se diversifient, puisque nous avions les contrats locaux de santé dont on vient de parler avec leur sous-ensemble, mais on voit apparaître aussi dans cette loi des contrats territoriaux de santé. Et les objectifs vont porter essentiellement sur les interfaces, parce que c'est là que nous avons des difficultés ou des ruptures, vers les dysfonctionnements à l'origine des ruptures de parcours, donc, et puis l'action sur les déterminants à l'origine des inégalités de santé. La problématique sur les interfaces, elle est connue dans tous les domaines. C'est entre que se produisent les ruptures de qualité. Bon, c'est entre le coffre de votre voiture et votre réfrigérateur. Si votre grand adolescent a jugé inutile de vider tout de suite le coffre et attendu 3 heures en plein soleil, que vous allez avoir une impressionnante rupture de la chaîne du froid. Bon, votre DLC n'a plus aucun sens. Bon, donc de la même manière, c'est entre le service des urgences et le service de spécialité, entre tel service de spécialité et l'autre service de spécialité, que vous allez perdre des examens, que vous allez avoir une redondance de demande d'examen de biologie, que vous allez avoir... Bon, ce sont des choses qu'on retrouve dans à peu près tous les milieux, et c'est un peu, j'allais dire, un marronnier de la qualité. Et c'est aussi quelque chose de difficile parce qu'il n'y a pas de chef du entre. Donc l'être humain organise d'abord ce qui est proche de lui, et c'est heureux et on l'en remercie. Et puis les choses s'arrêtent à votre territoire de compétences, où vous n'allez pas organiser les choses qui dépendent de l'autre institution, de l'autre chef de service, de l'autre collègue, etc. Et c'est ces sujets-là qui vont devenir finalement critiques. Les ruptures de parcours, c'est aussi quelque chose de difficile, parce que ces ruptures de parcours, on s'aperçoit très souvent qu'on pourrait les anticiper. C'est l'aide-soignante qui va arriver, c'est l'assistante de vie qui va arriver chez une personne âgée et qui va trouver porte close et qui va apprendre grâce à la voisine qu'elle a été hospitalisée, et puis qui va dire « Ah ben ça m'étonne pas, parce qu'au cours du mois dernier, elle est tombée 3 fois ». Bon, donc ça veut dire que cette information-là, elle a été repérée, elle est qualifiée dans l'esprit de quelqu'un qui a une véritable expérience, mais elle n'est pas exploitée, elle n'est pas remontée, elle n'est pas anticipée. Les déterminants à l'origine des inégalités de santé, les élus se sont aperçus aussi que les déterminants environnementaux étaient marqués socialement, ceux concernant l'habitat indigne, mais pas seulement, ceux qui concernent le bruit. Et le bruit est aujourd'hui mis en cause dans certaines études comme un facteur d'apparition de certaines maladies neurodégénératives de type Alzheimer. Enfin, on commence à avoir des choses qui lient directement des facteurs environnementaux à un accroissement de risques et qui sont aussi déterminés socialement.
Il nous reste un programme spécifique qui est le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins pour les personnes les plus vulnérables, le PRAPS, qui concerne ce sous-ensemble qui a été conservé. Donc vous voyez un cadre général, un schéma et puis un programme. Alors, dans la loi de santé, qu'est-ce qu'on a donc? On a d'abord rassemblé les acteurs de santé autour d'une stratégie partagée. La première étape, on parlait de diagnostic à partager, et l'étape suivante, ça va être vraiment de partager une stratégie autour à la fois de la surveillance de l'état de santé, de la promotion de la santé, de la prévention individuelle et collective, de l'organisation des parcours, de la réponse aux alertes, de la formation et de la recherche, de l'information et de la participation de la population, de l'adaptation aux besoins des personnes en situation de handicap. Bon, une stratégie qui est conduite dans un cadre national qui va déterminer des domaines d'action prioritaires qui sont fondés, là on la retrouve, sur la charte d'Ottawa. Coordination des politiques publiques, favoriser le développement des compétences individuelles, création d'environnements favorables à la santé, rendre les publics cibles acteurs de la santé. L'assurance maladie y concourt. Et là, on va retrouver dans notre CLS un cadre d'intervention. Les villes ne nous ont pas attendues. Vous avez des réseaux de villes, souvent des réseaux européens pour les métropoles, qui par exemple circularisaient, si Madame Sarros-Salin nous rejoint ou peut vous rejoindre. Oui. Bonjour, bonsoir Patricia. Je pense à quelque chose que j'ai trouvé très intéressant autour de, par exemple, des études qui ont été conduites sur la corrélation qui peut être établie en croisant des données entre un nombre important de métropoles, entre la présence d'espaces verts suffisamment denses et le niveau d'agressivité interhumaine et de souffrance psychique. Bon, donc on se porte mieux quand on a un espace vert tous les 500 mètres. Bon, j'espère que je caricature pas trop le propos, non, c'est ça. Donc, c'est un axe de politique. C'est un axe de politique pour les élus qui ont donc à leur main la politique des sols. Et il y a également beaucoup d'actions qui sont susceptibles d'être portées sur les environnements favorables à la santé et qui sont susceptibles aussi de permettre une association étroite des citoyens. On a les techniques et nos partenaires dans les EPCI ont les techniques nécessaires pour cela. Un facteur clé est donc la prévention, promotion de la santé. On a encore énormément à faire à ce niveau-là. Ça suppose que nous travaillons avec les grandes institutions et donc nous avons signé des accords cadres avec l'Académie, donc l'éducation nationale, mais aussi avec l'URADEL, puisqu'on est un scolaire sur deux dans le département et dans l'enseignement privé, avec les SUMS, donc les services de médecine universitaire, déclinés par des plans d'action départementaux pour favoriser la santé scolaire et très largement partagés aussi avec les collectivités, notamment les plus grandes. Vous avez également dans ce texte de loi un certain nombre de choses qui concernent le commerce et l'industrie, le paquet de cigarettes neutre. Vous avez aussi une évolution majeure de la politique de prévention qui passe aujourd'hui par une politique de réduction des risques. Donc on s'est aperçu, les addictologues se sont aperçus qu'il était beaucoup plus efficace en termes de résultats d'avoir une politique de petits pas que d'avoir une politique du tout ou rien. Donc le message arrêtez de fumer en un mois bon, c'est un message qui est un petit peu obsolète. Là aussi, je pense qu'il doit y avoir des gens plus informés, plus autorisés que moi dans cette salle pour en parler. Mais la politique des petits pas, ça a été le mois sans tabac par exemple. C'est si vous arrivez à arrêter de fumer pendant tant de temps ou à réduire votre consommation pendant tant de temps, vous avez un pourcentage significatif de chances d'arrêter de fumer définitivement ou bien de réduire le risque. Et cette politique de réduction des risques, on les retrouve, cette politique des petits pas, elle est beaucoup plus efficace et on la retrouve dans tous les domaines. Les XAPA sont donc des structures d'accompagnement d'addictologie, des possibilités d'expérimentation, puisqu'un des grands paradigme, on va dire, des lois actuelles, c'est l'expérimentation pour permettre de tester les organisations, notamment les salles de shoot. La surveillance environnementale, notamment sur les risques qu'on sait en croissance, par exemple les pollens.
des risques qu'on sait en croissance aussi aujourd'hui autour de l'air intérieur, puisque très souvent la pollution elle est mise en évidence comme supérieure à l'intérieur de nos habitations qu'à l'extérieur. Nous sommes aussi en train de refaire un plan santé-environnement de 3e génération et nous avons une attention particulière pour les risques auditifs, notamment vis-à-vis des plus jeunes qui passent un nombre d'heures conséquent avec des écouteurs sur les oreilles ou bien en écoute de musique amplifiée à des volumes déraisonnables. Et nous avons donc une action ancienne mais renforcée dans les collèges ou auprès de publics professionnels. On a développé des actions spécifiques en direction des écoles de jeunes professionnels musiciens sur ce sujet-là, puisque aujourd'hui, c'est des métiers qui passent absolument par l'amplification numérique. Sur les soins de premier recours, nous avons également de nouveaux outils, alors des équipes de soins primaires pour répondre, pour structurer la réponse dans les territoires, alors je vais y revenir, et de communautés professionnelles de territoires de santé. Alors, la plupart, alors ça a démarré dans les campagnes. Bon, donc une des premières problématiques dont se sont saisis les élus a été ce qu'on a appelé la désertification médicale. Alors, elle frappe de manière très très inégale les départements et les régions. En Loire-Atlantique, on n'est pas, on ne le dit pas assez, dans une situation critique, même s'il y a des zones où c'est difficile. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun habitant de Loire-Atlantique qui soit à plus de 10 minutes d'un médecin disponible, au moins sur une partie de son temps, puisqu'on fait des calculs qui intègrent la présence du médecin, d'un médecin généraliste, la saturation de clientèle du médecin. Enfin, il y a des modèles d'analyse de cette offre qui sont assez sophistiqués. Pour autant, on n'en a pas moins des fragilités qui tiennent surtout à un relais de génération. C'est-à-dire que les nouvelles générations de médecins ne souhaitent pas avoir le même exercice que leurs aînés. Aujourd'hui, la médecine s'est très fortement technicisée, donc on a aussi besoin d'avoir un accès à ces techniques, l'habitude d'avoir un exercice collectif, de pouvoir se relayer, de pouvoir partager, de pouvoir échanger sur les diagnostics, de pouvoir on sent qu'on a un relais. On a aussi la même attractivité chez les jeunes médecins que chez la plupart des autres cadres sociologiquement pour les agglomérations, pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des services scolaires, culturels, etc. Donc cette surattractivité des villes n'épargne pas, qui concerne globalement toutes les populations de cadres, concerne évidemment aussi à ce titre les médecins. Donc il y a une réinvention à faire qui passe certainement par une refonte des financements, par une revalorisation des financements, mais qui passe aussi certainement par de nouveaux modes d'exercice, mais qui ne doivent pas être imposés, qu'il faut leur laisser construire. Alors, pour les communautés professionnelles de territoire de santé sont une de ces nouvelles modalités, puisque c'est des communautés créées à l'initiative des professionnels pour regrouper les professionnels, dont ces équipes de soins primaires, qui peuvent associer des spécialistes, qui peuvent associer des établissements médico-sociaux et hôpitaux, qui peuvent bénéficier des plateformes d'appui créées également par le même texte. Donc on est vraiment sur des outils qui sont à la main des professionnels de santé. Je ne rentre pas dans le détail. Qui peuvent faire aussi l'objet qui peuvent aussi s'appuyer sur une contractualisation, qui est aussi un article qui est l'article 65 de la loi. Aujourd'hui, j'ai pas encore d'exemple à vous donner dans le département ou dans la région, mais il y a un certain nombre de projets en cours pour voir finalement comment s'organiser dans un cadre peut-être un petit peu moins contraint que les maisons de santé pluriprofessionnelles qui ont fait l'objet d'une normalisation dans le cadre de la convention d'objectifs de l'assurance maladie, qui les sécurise, qui sécurise leur fonctionnement, qui permet notamment de sécuriser les fonctions de coordination, de partage d'informations et de données, mais qui représente aussi une contrainte d'organisation dont certains ne veulent pas.
Vous avez également le pacte territoire santé qui nous permet, dans certains territoires prioritaires, de financer des formes particulières d'exercice médical. Le 44 est peu concerné, mais ça peut être un point d'appui significatif pour des jeunes médecins dans certains territoires. Des fonctions d'appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes, déclenchés par le médecin 30 ans, qui peuvent être mis en œuvre sous forme de plateforme d'appui, qui peuvent être mis en œuvre par une communauté professionnelle territoriale de santé ou une équipe de soins primaires. Donc vous voyez là aussi un extraordinaire développement d'outils de coordination qui sont à la main finalement des professionnels, soit entre eux, soit avec d'autres partenaires. Une évolution sur la régulation téléphonique de la permanence des soins ambulatoires. La permanence des soins ambulatoires, c'est ce qui reste quand les cabinets ont fermé. Donc avec un numéro national d'aide médicale urgente ou un numéro national de PDSA au choix des DGARS, avec des numéros SOS, donc SOS médecin que nous avons sur Nantes et Saint-Nazaire, et un numéro national qui reste accessible dans tous les cas. Donc des négociations à conduire dans chacune des ARS et dans chacune des régions pour déterminer finalement avec les URPS et avec les médecins quel sera finalement le numéro d'appel ou les numéros d'appel qui permettront d'accéder à l'ensemble de ces services. J'ai dû faire une bêtise, voilà. La santé mentale. La santé mentale, il y a également dans cette loi une approche nouvelle, puisque c'est une vision de la santé mentale globale et transversale, donc qui s'appuie sur le soigner dans la communauté, puisque c'est là qu'on soigne le mieux. Et qui se veut donc global et transversal. Donc c'est pas pour rien qu'on ne parle pas de psychiatrie, donc de la filière de soins psychiatriques, mais qu'on utilise un concept beaucoup plus large de santé mentale, qui doit d'abord faire la base d'un diagnostic territorial partagé entre les professionnels, les usagers, les conseils locaux de santé et de santé mentale, mais aussi le conseil territorial en santé mentale qui va prendre la suite de la conférence de territoire, donc l'instance de démocratie sanitaire. Donc un projet territorial de santé mentale qui va organiser la coordination territoriale et surtout qui embarque tout le monde. C'est-à-dire que là-dedans, on va trouver les hôpitaux psychiatriques, on va trouver les départements psychiatrie des hôpitaux généraux comme le CHU ou Saint-Nazaire, mais on va également trouver l'ensemble du secteur médico-social qui s'occupe des personnes en situation de handicap psychique. On va trouver les grandes associations d'usagers comme l'UNAFAM. On va trouver nos concitoyens pour définir finalement ce vers quoi on veut aller. La possibilité de conclure un contrat territorial de santé mentale sans préjudice de l'organisation que les établissements publics peuvent mettre en place entre eux, avec la communauté psychiatrique, et également d'actions de contractualisation avec les autres partenaires du territoire. Donc vous voyez qu'on peut arriver à un maillage extraordinairement compliqué, ça nous affole un peu d'ailleurs, parce que pour l'instant, les CPTS, les équipes de soins primaires, les plateformes d'appui aux professionnels, ça reste encore au jour d'aujourd'hui des articles de ce projet de loi. On a quelques expérimentations qui débutent aussi ici ou là, mais on va vers un extraordinaire maillage. Donc c'est aussi une transformation complète de nos métiers, qui seront finalement un peu une fonction d'aiguilleur et d'approfondissement d'une territorialisation qui va être de connaître au moins tous ces outils, de voir quelles sont les dynamiques qui existent dans les territoires, de voir là où les gens veulent aller, d'être capable de les conseiller ou alors de leur donner l'appui qui leur permettra de savoir comment aller vers telle ou telle solution qui convient mieux à ce territoire-là qu'à un autre, afin de mettre en place une réponse qui soit accessible partout, dans tous les champs. Puisque finalement, le sujet, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le parcours de soins. Alors, vous avez aussi dans cette loi un certain nombre de dispositions plus larges autour de l'info-santé, de l'information sur les produits de santé. Vous avez le fameux article sur le tiers payant qui a fait beaucoup parler de lui, avec la généralisation par étape du tiers payant à l'ensemble des assurés. Un certain nombre également
voilà, des bases reposées sur les sujets de confidentialité de données et de partage d'informations entre les professionnels, puisque cet élément-là devient d'autant plus critique qu'on est en réseau. Qu'est-ce qu'on partage comme information, avec qui et comment? Il est essentiel de partager. Maintenant, comment s'organise en fait le respect de la confidentialité que peut souhaiter la personne sur sa vie personnelle versus est-ce que ça compromet ou pas la qualité de sa prise en charge. Pour les situations de handicap, le texte porte également des évolutions fortes autour de quelques démarches particulières. Donc, ce qu'on appelle la réponse accompagnée pour tous, qui fait la suite du rapport Piveteau notamment, qui pose en fait le principe d'un plan personnalisé de compensation qui comprend à la fois l'orientation et un plan d'accompagnement global, en particulier quand il n'y a pas de réponse disponible, quand il n'y a pas assez de place en IME, etc. Quand la réponse est complexe, c'est-à-dire qu'on a des handicaps qui sont difficilement classables ou qui résistent, enfin qui ne rentrent pas dans les cases de l'offre dont on dispose, quand on a une demande spécifique. Donc on a véritablement là-dessus une organisation aussi lourde qui a été mise en place avec un département, puisque là ça a été porté par les départements, très volontariste. Donc le conseil départemental de Loire-Atlantique s'est inscrit dans cette démarche pour que nous puissions construire donc une démarche parcours pour les personnes handicapées dans un objectif d'inclusion. Donc on est aussi dans cette démarche-là. De la même manière, pour les jeunes et les adultes qui relèvent d'instituts thérapeutiques de type ITEP, on est sur une promotion de dispositifs. Alors, quand on dit dispositif, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que quand avant, on avait un établissement médico-social qui faisait de l'hébergement à temps plein pour tel volume de lits, et puis de l'hébergement séquentiel pour tel, et puis de l'accueil de jour, eh bien, on donne la main aux établissements pour avoir tout simplement de la souplesse. C'est-à-dire pour décider au fil de l'eau, au fil de l'année, en fonction des jeunes ou des adultes qu'ils accueillent, que leur volume d'accueil à temps complet est modulable et variable, que leur volume d'accueil de jour est modulable et variable. Bon, tout simplement pour bien coller aux besoins de la personne à un moment donné. Vous imaginez que ça a des conséquences qui sont loin d'être simples en termes de management de ces équipes et de ces établissements. Donc parcours fluide, modalité d'accompagnement diversifiée, modulable, évolutive en fonction des besoins, notamment pour les jeunes qui évoluent vite. Et donc nous avons un cadre d'accompagnement là-dessus. Et nous avons, là encore, on retrouve des dispositifs expérimentaux pour l'accompagnement de la maladie chronique, toujours dans le soutien de l'autonomie de la personne. La lettre de liaison à l'entrée et à la sortie de l'hôpital pour les personnes en situation de handicap. Vous voyez, on est typiquement, je dis, dans la non-qualité du entre. Ça fait partie des choses simples qui ne vont aujourd'hui pas encore de soi et qui ont été rajoutées dans la loi. Sur l'hôpital, je vais peut-être juste souligner la nouveauté qui est le groupement hospitalier de territoire. Nous avions avant des communautés hospitalières de territoire qui étaient facultatives et aujourd'hui l'adhésion à un groupement hospitalier de territoire est obligatoire. Donc le fait de travailler ensemble ne se discute plus, il est imposé par la loi. Tous ces GHT sont associés à un CHU. Les établissements spécifiquement psychiatriques, on en a 2 en Loire-Atlantique, peuvent être associés au projet médical d'un autre GHT. Le GHT va élaborer un projet médical partagé. Donc là, on va parler de filière de soins de prise en charge. Et on va également demander à l'établissement support de GHT de porter un système d'information commun, un département d'information médicale commun, de réfléchir à la mutualisation des fonctions achats au-delà de ce qui pouvait exister aujourd'hui dans le cadre de groupements de commandes et de coordonner les instituts de formation. Donc on est dans un approfondissement de la coordination.
des innovations autour de la formation continue, autour de certaines règles de pratique pour des examens complémentaires, des évaluations cliniques, certains domaines de dépistage, et puis la volonté de voir l'activité prescrite, de voir l'activité physique prescrite dans le parcours de soins des malades chroniques, à l'instar de ce qui se pratique dans d'autres pays européens, où vous sortez de chez votre cardiologue avec votre ordonnance, votre prochain rendez-vous, mais aussi un petit papier qui vous dit voilà, l'association sportive des malades cardiaques atteints de la même pathologie que vous, elle est là, et vous y êtes inscrit, vous allez y aller. La territorialisation, je crois que j'en ai parlé, le PRS aussi, donc je ne reprends pas. Des missions de zonage, donc qui sont liées directement à ce PRS. Un conseil territorial de santé qui est donc notre instance de démocratie sanitaire, une assurance maladie qui reste au centre du dispositif. Une diapositive sur la loi de vieillissement. C'est une loi sociétale, ce n'est pas une loi d'organisation des soins. C'est la loi d'adaptation de la société au vieillissement, compte tenu des projections démographiques. Comment on fait pour que chacun reste dans la société aussi longtemps qu'il se peut. Donc avec un corpus important sur l'anticipation et la prévention de la perte de l'autonomie, notamment dans l'accès aux aides, avec la création de conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, qui sont dotés de moyens conséquents, qui sont présidés par les conseils départementaux, co-présidés par les ARS, et qui deviennent des conférences départementales métropolitaines des financeurs de la perte d'autonomie lorsque la métropole a décidé de se saisir de compétences facultatives, donc un élément de complexité supplémentaire. Les 3 A, anticiper, prévenir, adapter la société avec un développement, un nouveau cadre d'activité pour les foyers logements, reconvertis en résidence autonomie, et un fort développement de ce secteur, de fortes incitations au développement de ce secteur. L'accompagnement de la perte d'autonomie, on est là dans l'évolution de l'offre de services. Par exemple, avec les SPASAD, vous aviez antérieurement les services d'aide à domicile qui portaient, on va dire, ce qui est le ménage, la restauration, etc. Et vous avez les SIAD qui portaient les soins. Bon. Et puis vous avez la personne qui ne recevait pas trop de visites et qui, à un moment de la journée, avait 3 ou 4 personnes dans les pattes parce qu'elles venaient des différents... Bon. Donc comment on fait pour mieux coordonner le temps, pour mieux coordonner les prestations, pour que les échanges s'établissent entre ces personnes. Donc vous avez une évolution des structures de maintien à domicile dont les SPASAD sont les signes. Et vous avez derrière tout ça, évidemment, une gouvernance des départements réaffirmés comme chefs de file, mais avec un nouvel intrant que peuvent être les EPCI qui prennent les compétences facultatives, et puis les fameux CDCA que sont en train d'installer les conseils départementaux, donc qui sont les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, qui réunissent les CODERPA que certains d'entre vous connaissent certainement, et puis les CDCPH, donc l'instance retraite, enfin l'instance personne âgée et l'instance handicapée réunies en une seule et même fonction. Donc une loi sociétale.